Dans notre édition spéciale, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonjour Général Michel Yakovlev. Bonjour. Merci à vous de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions aujourd'hui sur France 24. Vous êtes ancien vice-chef d'état-major pour l'OTAN. On voulait donc aborder l'aspect militaire, naturellement, avec vous, de cette opération américano-israélienne, de cette riposte iranienne, de cette guerre, car il faut bien l'appeler ainsi, qui a donc débuté. Première question avec vous. Aucun appareil, ni américain, ni israélien, n'a été abattu lors de cette opération massive. Ça montre la supériorité militaire aérienne américano-israélienne? Oui, bien sûr. Et le fait que l'Iran est dépourvu de défense en pratique. En juin l'année dernière, les Israéliens ont quand même démoli une grosse part de leur rideau antiaérien. Les Russes, malgré les objurgations des Iraniens, les Russes n'ont pas remplacé le matériel détruit pour deux raisons. La première, c'est qu'ils le gardent pour eux, à cause des Ukrainiens. Et la deuxième, c'est que, vu la démonstration d'incapacité de leur matériel face aux moyens américains et israéliens, à la limite, si on peut éviter d'en rajouter, pour la réputation du système, c'est quand même mieux. Donc les deux armées de l'air se promènent dans l'espace aérien iranien. Le seul risque, a priori, est un risque technique. Je veux dire par là, un avion qui a une panne moteur. Mais en dehors de ça, effectivement, ça explique aussi pourquoi ils ont pu attaquer en plein jour. Ce qui a surpris les Iraniens y est peut-être à l'origine de la surprise de la mort de Khamenei. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils bombardent la nuit parce que depuis une trentaine d'années, c'est ce qu'ils font. Ils commencent la campagne la nuit. Là, avec ce degré de supériorité technique, ils ont pu bombarder de jour parce qu'en fait, malgré tout, ces appareils bombardent plus facilement de jour et on voit mieux le résultat dans la foulée quand c'est des photos de jour, etc. Voilà, donc ils n'ont pas perdu d'avion pour l'instant. Ok, je suis content pour eux. En tout cas, on vient de voir que ce matin, les frappes américaines et israéliennes se poursuivent de manière très intense sur Téhéran. En particulier, vous évoquiez les moyens dont dispose l'Iran. De quels moyens de riposte crédibles la République islamique dispose encore aujourd'hui? On a beaucoup vu ces drones Shahed. Est-ce que les missiles balistiques en font également partie? Tout ce qu'ils peuvent jeter, hein, les missiles et les drones, et la crédibilité de leur riposte, elle va se jouer dans le temps. Je veux dire par là que les frappes israéliennes et américaines, quoi qu'ils en disent, ça peut durer à ce rythme-là quelques jours. Après, si jamais ça se prolonge, ça ne sera pas au même rythme. Pour des raisons mécaniques de recyclage des avions, pour des raisons de munitions, pour aussi des raisons de cible, parce que je pense qu'il y a un moment où ils vont arriver à court de cible. Et là, la théorie de la victoire pour le régime iranien, c'est de dire, quand vous vous serez calmés, nous, il nous en restera encore. La bête est encore vivante. Et on en fera la démonstration avec quelques frappes à gauche et à droite. Et il suffit de quelques images comme ça, des panaches de fumée à Bahreïn, par exemple. Donc, la théorie de la victoire du régime iranien, c'est que les attaques s'essoufflent avant eux. Est-ce que du coup, avec ces opérations qui vont donc, si on l'a compris avec vous, perdre en intensité inévitablement avec le temps, les appareils, le manque de cible, est-ce que une intervention au sol est envisageable selon vous? Absolument pas. Absolument pas, ni pour l'un ni pour l'autre. D'ailleurs, les commentateurs américains notent que dans l'armada qu'a déployé Trump, il n'y a pas de Marines, il n'y a pas un bateau amphibie. Les forces spéciales sont en très petite quantité, en réalité. Donc, en gros, les seuls gars présents sur le terrain en Iran, ça doit être les agents du Mossad, en gros, enfin les Israéliens. Mais les Israéliens eux-mêmes n'ont absolument pas l'intention de déployer qui que ce soit en Iran au sens de force.
Donc, depuis le début, c'est clairement pas envisagé. Et même si Trump changeait d'avis aujourd'hui, et qu'il se retournait vers son état-major en disant, bon, alors, dans combien de temps on peut mettre des gars sur le terrain? Les gars vont lui dire, mais 3 mois, 5 mois. Donc, personne n'y croit. Et les Iraniens n'y croient pas non plus. En d'autres termes, euh, on va avoir une tempête de bombes et de missiles, je pense, pendant plusieurs jours. Et après, ça va être la décrue. Et les Iraniens diront, bon, et on fait quoi maintenant? Justement, on fait quoi maintenant? Est-ce que ça pourrait ressembler, pourquoi pas, vous l'avez évoqué, avec l'asymétrie des forces en présence, ça pourrait ressembler, pourquoi pas, c'est un atout dans la manche des Iraniens, un blocus du détroit d'Ormuz, notamment par les gardiens de la Révolution. Là encore, est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens? Alors, je ne sais pas. Mon sentiment est que ils ont des moyens asymétriques navals, des mines, des drones qu'on n'a pas encore vus. Voilà, ça c'est mon sentiment. Mais si ça se trouve, en réalité, ils ont plus grand-chose, ils sont à l'os et ils font ce qu'ils peuvent avec les derniers restes. Mais par exemple, la campagne de missiles montre que même face à la domination totale du ciel H24 des Américains et des Israéliens, ils peuvent encore tirer des missiles, qui sont des objets quand même assez lourds, encombrants, visibles, tirés du sol. Euh, donc, ce contrôle total, il est sur l'ensemble du territoire, mais il n'est pas dans le détail de nature à frapper toutes les petites cibles que proposent les Iraniens. Donc, Hmm. bloquer le détroit d'Ormuz, ils ont déjà tenté le coup pendant la guerre à Iran-Irak, la 80-88. Ce qui est clair, c'est que si jamais ils y arrivent, il suffit qu'ils induisent le doute. Il suffit qu'un pétrolier pète sur une mine et là, on crée un bouchon, même s'il n'y avait pas de deuxième mine, en Hmm. réalité. Hmm. Donc, je ne sais pas si les Iraniens ont cette intention-là, ni s'ils en ont la capacité, mais ça serait de nature à faire monter les enchères sérieusement au niveau mondial. Hmm. Michel Yakovlev, vous évoquiez justement au début de notre intervention le soutien, en tout cas militaire, de la Russie, allié traditionnel du régime. Euh, on l'a vu beaucoup très timide, la Russie, hein, depuis le début de cette opération. Ah oui, là, timide, là, c'est on forget. Hein, Poutine, il fait tout pour se faire oublier. Là. Les Iraniens l'ont beaucoup aidé en 2022. Ils attendaient quand même le retour. Ils n'ont pas eu les missiles et les radars demandés à corps et à cri en juin dernier. Ils avaient un contrat pour acheter 40 Su-35 qui devaient être livrés en 2026. On attend encore la queue du premier, puis il n'arrivera pas maintenant. Non, très franchement, euh, quoi qu'en dise le régime russe, en dehors des protestations d'amitié et je suppose le soutien au Conseil de sécurité des Nations Unies, le soutien russe est une fiction pénible pour le régime iranien aujourd'hui et la mesure non seulement des capacités, mais, euh, mais, euh, mais de l'égoïsme stratégique de Poutine. Hmm. Il lève pas un petit doigt pour aider les Iraniens aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre éclairage, Michel Yakovlev, ce midi dans notre édition spéciale, ancien vice-chef d'état-major pour l'OTAN, général bien sûr militaire, vous l'avez compris.